Bienvenue au Point Fort d'Aubervilliers, bienvenue en Seine-Saint-Denis, bienvenue au pays du peuple vivant, de la France telle qu'elle est, telle qu'elle vit et telle qu'elle travaille. Bienvenue à Lilian-Thuram, qui en est un symbole, une incarnation, et qui, avec sa fondation, défend la France de l'égalité. Bienvenue à cette échappée où nous allons expliquer aux racistes ce qu'est cette France et pourquoi, en ne l'aimant pas, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Bienvenue à l'échappée. Bienvenue Lilian, merci de l'honneur que vous nous faites d'être là pour ce festival de Mediapart et cette échappée qui est enregistrée en public. Alors, je vous présente, mais tout le monde vous connaît. Vous êtes né dans un pays que j'aime bien, puisque moi, c'est la Martinique. Vous êtes né en Guadeloupe en 1972. Vous êtes arrivé en France. Moi, je dis la France, pas la métropole, parce que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, c'est des pays à l'âge de 9 ans. Et puis, vous le dites, le foot, avec l'aide d'une personne qui compte beaucoup, Mariana. Elle est là, dans ce formidable livre, Notre Histoire, où il y a cette mère qui a accompagné tout cela et qui est toujours là. Et le foot est devenu plus qu'un métier, plus qu'un loisir, vous le dites, c'est devenu ma vie. Et sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Et donc, on vous connaît avant, comme 142 sélections en équipe de France, 1998 champion du monde, 2000 champion d'Europe, et depuis 2008, la Fondation pour l'éducation contre le racisme et pour l'égalité. Alors l'actualité fait bien ou mal les choses. Nous sommes en Seine-Saint-Denis, je l'ai dit, et quand j'ai pensé à vous inviter, j'ai pensé tout simplement à ce qui arrivait sur ce territoire, où des maires qui, voilà, ils n'ont pas la norme qui se prétend être la couleur de référence et qui se prétend une non-couleur, qui ne sont pas blancs de peau, et du coup ont été stigmatisés, au premier chef Bali Bagayoko, le nouveau maire de Seine-Saint-Denis, et il y en a plein d'autres. Et quelques mois avant, il y avait eu à Lisbonne ce match où il y avait deux joueurs, et donc un joueur brésilien, un joueur italien, et le joueur argentin, pardon, mais il a fait un nom italien, tout le monde est immigré et certains l'oublient, et qui avait traité de singe ce joueur, et vous aviez pris position dans l'équipe pour dire « ça suffit ». Le racisme, on ne peut pas le laisser passer, on ne peut pas laisser faire tout cela. C'était en défense de Vinicius, qui avait été traité de singe. Et vous vous disiez, mais on peut encore humilier des Noirs sur le terrain ? Non, on ne négocie pas avec le racisme. La honte doit changer de camp. Et on y est toujours. Alors, tout d'abord, avant de commencer, il y a ma mère derrière moi qui dit « t'as pas dit bonjour ». Donc bonjour. Ça, c'est important. Elle est toujours avec moi. Toujours. Donc, effectivement, oui, c'est vrai que je pense que il est important d'expliquer le pourquoi du racisme, parce que très souvent, il y a un pourquoi, on ne le sait pas. Et je dirais que stigmatiser les personnes noires, mais c'est culturel. Et ça aussi, il faut l'expliquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des maires noirs pour se rendre compte qu'effectivement, nous sommes issus d'une histoire où il y a des hiérarchies selon la couleur de la peau. Et dans l'insulte que ces maires reçoivent, il y a l'histoire de France, je dirais même l'histoire du monde, à travers la racialisation du monde. Vous l'avez écrit, développé, dans un livre que je recommande à tout le monde, La pensée blanche. Je résume, mais vous allez développer. La question du racisme, ce n'est pas votre question, c'est la mienne. Je dirais que c'est notre question, mais c'est la question de, effectivement, qu'est-ce que c'est être blanc ? Parce qu'encore une fois, je dis très souvent que moi, je suis devenu noir lorsque je suis arrivé à Paris, parce qu'en fait, on devient noir. Parce qu'aux Antilles, nous avions tous plus ou moins la même couleur de peau.
Et en fait, il n'y avait pas de problématique. Et je suis arrivé dans cette classe de CM2 à Bois-Colombes. Et en fait, des enfants m'ont insulté de sale noire. Et j'ai été blessé, mais je ne comprenais pas au départ. Je me disais, mais pourquoi ils me traitent de sale noire? Je rentre à la maison, je demande à ma mère, en fait, pourquoi on m'insulte de sale noire? Elle me dit, c'est comme ça, les gens sont racistes. Ça ne va pas changer. Et donc, j'ai dû me poser des questions tout au long de mon adolescence pour comprendre qu'effectivement, ces enfants qui m'insultaient de sale noire avaient déjà intériorisé qu'ils étaient blancs et qu'être blanc était supérieur au noir. Et donc, qu'est-ce que c'est être blanc? Qu'est-ce que c'est être noir? En fait, c'est ce que moi j'essaie d'expliquer dans les livres, c'est-à-dire que cette hiérarchie selon la couleur de la peau, cette pensée blanche, en fait, oriente nos pensées. Que vous soyez noir ou blanc, vous êtes orienté à reproduire des schémas, des catégories, et très souvent, vous n'êtes pas conscient de cela. C'est pour cela que je dis que ce qui serait intéressant, c'est de prendre conscience d'où vous parlez. Moi, je suis un homme, je suis aussi dans la catégorie dite noire. Donc, ça veut dire que la perception que j'ai des choses peuvent être une autre perception. Et ce qui est très intéressant avec la catégorie dite blanche, souvent les gens n'ont pas conscience d'être blancs. Et dans le livre, je raconte une histoire d'ailleurs, parce que j'avais une discussion avec ma femme, et ma femme, je lui dis, tu sais, je crois que les personnes blanches n'ont pas conscience d'être blancs. Elle me dit n'importe quoi. Je dis, je pense. Elle me dit, non, les blancs, ils savent qu'ils sont blancs. Je dis, écoute, on va faire une expérience. J'appelle un ami d'enfance qui s'appelle Franck. Voilà. Et je lui dis, dis-moi Franck, je suis noir? Il me dit, ouais. Je dis, mais Franck, si je suis noir, toi, t'es quoi? Il me dit, je suis normal. Terrible. Mais vous rigolez. Mais en fait... C'est terrible. C'est terrible. Ouais, mais c'est pas si terrible que ça. C'est-à-dire que depuis des générations en générations, on a éduqué les personnes dites blanches comme étant la normalité. La preuve en est, peut-être qu'il y a des personnes encore qui disent, pour parler des personnes noires, un homme de couleur. Et je raconte aussi cette expérience une fois, je rentre dans un café, il y a un monsieur qui me dit, voilà, monsieur Thuram, il y a un homme de couleur qui a demandé pour vous. Et moi, je lui dis, il était de quelle couleur? Et là, il me dit, c'est un homme de couleur. Je dis, oui, mais il était vert, jaune, il était de quelle couleur? Et il me dit, non, ouais. C'est juste pour dire qu'en règle générale, il y a l'homme, les blancs, et l'homme de couleur. Et donc, on voit bien que même dans des propos que nous utilisons tous les jours, il y a cette catégorisation sur la normalité d'être blanche. Et parfois, les personnes dites blanches ne se savent pas parler d'un point de vue. Et donc, voilà pourquoi je pense qu'il faut réfléchir tranquillement, sereinement à ces catégories pour pouvoir les déconstruire et en espérant qu'on puisse arriver à réfléchir en tant qu'être humain avant tout. Voilà. Dans toutes vos interventions, parce qu'avec la Fondation, vous allez dans les établissements scolaires, vous faites des expositions, vous soutenez des recherches, et dans vos livres, vous allez jusqu'au bout de cette réflexion. Et y compris comment, Frantz Fanon l'expliquait déjà dans Peau noire, masque blanc, comment cette domination, parce que le blanc a été inventé, tout bêtement, inventé pour faire l'esclavage, pour faire la colonisation. Le blanc, on ne disait pas blanc au XIIe, au XIIIe siècle. On disait t'es rouge, t'es bistre, t'es un peu blême et tout. Le blanc est une couleur produite socialement, politiquement, économiquement pour dominer et normaliser cette domination, la rendre invisible, inconsciente. Mais ce que vous montrez, pour bien le faire comprendre à tout le monde, et aux Antilles, on le voit, on le sent, c'est combien ça peut être intériorisé. Comment il peut y avoir, on dit couleur sauvée, quand un enfant naît un peu plus clair. Comment, dans le métissage, on a aussi intériorisé l'idée que si on est moins noir de peau, on s'en sortira mieux. Et oui, effectivement, c'est vrai que lorsque je discute de ces sujets avec ma maman, elle me dit, voilà, lorsqu'elle était plus jeune, on lui disait qu'il était préférable qu'elle se marie avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire, pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte, c'est que depuis des siècles et des siècles, il y a ces hiérarchies selon la couleur de la peau, dont vous ne pouvez pas y échapper. C'est-à-dire qu'il faut dire à chacun de nous, que vous vouliez ou non, vous êtes le fruit de cette histoire et il faut faire très attention à vos propres préjugés. Et bien évidemment, les personnes dites noires ont intériorisé ce discours négatif. D'ailleurs, encore aujourd'hui, en Afrique, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont s'éclaircir la peau, que ce soit des hommes ou des femmes.
Il y a un magnifique tableau d'ailleurs qui s'appelle La malédiction de Cham, je crois, au Brésil, qui montre comment... C'est un peintre espagnol qui était au Brésil et qui fait... C'est la rédemption La de rédemption de Cham. C'est au contraire la rédemption voilà. contre la mythologie. Exactement. Et en fait, c'est comment, en fait, de génération en génération, il faut blanchir sa descendance. Donc ça veut dire que les personnes noires, en fait, vivant dans cette hiérarchie de couleurs, effectivement, l'ont intériorisé. Et ça va très très loin. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant d'analyser ces choses. Par exemple, moi, quand j'étais jeune joueur de foot, un jour, je demande à des amis, est-ce que vous pouvez venir m'emmener à l'aéroport pour chercher ma copine? Ils me disent, OK, d'accord. Et donc, je suis à l'aéroport de Nice. Et je dis, elle arrive. Et il se retourne vers moi et me dit, mais elle est noire, ta copine? En fait, je n'avais pas compris sur le moment parce que j'avais 18 ans. Mais c'était, comment elle peut être noire, ta copine? Puisque toi, tu es joueur de foot, tu as de l'argent. Et même quand j'allais aux Antilles, mes amis me disaient, elle est noire, ta copine? Mais attends, mais c'est bizarre. Tu n'as pas trouvé une blanche? Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que même dans l'idée de la beauté, en fait, les femmes noires sont tout en bas de l'échelle. Et donc, l'idée, c'est, si vous êtes joueur de foot, si vous avez de l'argent, vous pouvez avoir une femme blanche. Pourquoi vous avez une femme noire? Donc, en fait, c'est très intéressant d'analyser ce processus-là, parce que je pense qu'encore une fois, chacun de nous ne sommes pas conscients. Et moi, je dis très souvent, il y a des questions qu'on ne se pose jamais. Pourquoi je dis ce que je dis? Pourquoi je pense ce que je pense? Et très souvent, on dit ce qu'on dit, on pense ce qu'on pense, selon l'histoire qu'on nous a racontée. Et il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées à travers le prisme de la hiérarchie selon la couleur de la peau, de la hiérarchie selon le genre ou la sexualité. Et donc, si on n'est pas conscient de cela, on reproduit des schémas. Et voilà pourquoi, effectivement, aux Antilles, la beauté féminine, c'est une femme qui a la peau claire. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes noires, d'ailleurs, qui fantasment leurs enfants comme étant des métis. Alors, voilà. Vous venez de dire quelque chose de très important. Dans toute la pédagogie que vous faites, vous comparez cette domination inconsciente de l'apparence qui est la mienne, comment cette ligne de couleur est une construction. Je vais vous faire une petite confidence. Mon premier article, c'est un dessin quand j'étais en Martinique. J'ai gagné un concours. Il fallait dessiner sa famille. J'ai 6 ans et demi pour un petit journal d'enfants. Il s'appelait Pipolin, le journal. Et je dessine ma famille. Mes copains sont martiniquais, je parle créole. Ben, toute ma famille était noire. Quand Angela Davis a vu ce dessin, elle a dit « Give me, I will explain the color line to my students. » Je suis blanc, mais je dessine ma famille noire. C'est dans la tête. Bon, c'est une parenthèse pour dire... Non, mais c'est très important. C'est vrai que je pense, encore une fois, les enfants, ils n'ont pas encore fait ces catégories liées à la couleur de la peau lorsqu'ils sont très jeunes. Par exemple, je raconte souvent cette expérience avec mon fils Kefren. Nous étions en Italie. On va parler des deux fils. Il y a Marcus et Kefren, parce qu'on va venir au foot. Kefren, voilà. Kefren, c'est le plus petit, il avait 4-5 ans. En Italie, je lui dis, mon chéri, tu es le seul petit garçon noir de ta classe? Il me regarde, il me dit, mais papa, je ne suis pas noir. Et je me dis, bon, il a un problème, il n'assume pas sa couleur. Je lui dis, ah bon? Il me dit, non, je suis marron. Et je lui dis, mais les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur? Il me dit, bah, ils sont roses. Et donc, on voit très bien que lorsque les enfants sont tout petits, en fait, ils n'ont pas encore ces catégories liées à la couleur de la peau. C'est pour ça que je dis, on ne l'est pas raciste, on le devient. En fait, c'est culturel et petit à petit, effectivement, on refait ces schémas, mais en faisant ces catégories, en fait, on ne vit pas l'espace public de la même façon selon la couleur dans laquelle vous êtes enfermé. Alors, pour expliquer ça, il y a une comparaison une résonance plutôt que vous prenez, que je trouve très claire, très pédagogique, parce qu'elle montre combien c'est une question presque anthropologique qu'on doit revisiter, c'est la domination des hommes sur les femmes, qui est aussi, et nous le voyons bien avec tout ce que MeToo nous met sous les yeux, les violences sexistes et sexuelles, combien cela bouscule une très très longue durée d'inconscience ou de non-conscience masculine sur cette domination comme une évidence et jusqu'à la prédation. Disons qu'effectivement, il y a l'inconscient, il y a aussi le fait d'être conscient. Parce qu'encore une fois, effectivement, la plus vieille hiérarchie qui existe dans notre société, c'est la domination des hommes sur les femmes. Mais en fait, on peut se poser la question aussi, pourquoi ça perdure dans le temps? Mais parce qu'en fait, il y a des gains d'être vu comme supérieur.
Parce que c'est ça aussi la réalité. C'est-à-dire que moi, je suis un homme, je fais un travail aussi à déconstruire cette catégorie. Et effectivement, vous avez le beau rôle. Vous pouvez même faire en sorte de nier les réalités. Parce qu'en fait, ceux qui sont dominants, très souvent, ils se disent ah ouais, tu crois? Ah bon? Non. En fait, c'est les femmes qui dominent quand même. Et donc, ce qui est très intéressant... Ou c'est les femmes qui l'ont cherché. Oui, ou, voilà, il y voilà. a plein d'explications. Mais effectivement, je pense que nous devons prendre conscience que l'égalité selon la couleur de la peau, selon le genre ou selon la sexualité est une nouveauté historique. C'est ça la réalité. Donc, c'est extrêmement fragile. Et donc, si il y a ces inégalités, c'est parce qu'en face, il y a des gens qui ne veulent pas l'égalité. Et je crois que souvent, on oublie ça, de le dire ouvertement. Il y a des gens qui travaillent tous les jours à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'égalité. Parce qu'en fait, c'est les grands gagnants. Ça veut dire qu'ils peuvent exploiter la catégorie dite inférieure. Donc, il y a un plaisir à être dominant. Voilà. Alors, l'égalité, manifeste pour l'égalité, avec toutes sortes de personnes qui ont été conviées derrière ce manifeste. Je rappelle la conclusion de votre introduction. C'est une citation d'Albert Einstein qui nous interpelle tous, y compris en ces temps de guerre au nom de la domination, de guerre coloniale, de génocide. Je pense évidemment à la Palestine. Pour reprendre Albert Einstein, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Et sur le site de la Fondation, il y a cette citation, et vous dites « Et toi, de quel côté es-tu » Et toi, de quel côté es-tu? Et sur le site de la Fondation, il y a aussi une citation de cette formidable une chercheuse Françoise Héritier, qui a de manière très précoce interrogé les catégories du masculin et du féminin, comme du blanc et du noir. Et la citation, c'est « La question de l'inégalité des sexes est éminemment politique. Ce modèle inégal est la matrice de tous les autres régimes d'inégalité. » Moi, je suis assez d'accord, effectivement. C'est pour cela que je dis que pour combattre les inégalités, il faut aller vers des politiques de solidarité. Parce que le racisme, c'est politique. Le sexisme, c'est politique. Et donc, il faut s'intéresser à la politique. Il faut faire en sorte de comprendre que les hiérarchies, ce n'est pas anodin, c'est voulu. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle, par exemple, de l'histoire de l'esclavage, moi, ce qui m'attriste, très souvent, on pense que c'est des confrontations entre personnes de couleurs différentes. Non, c'est un système économique. Et donc, les personnes qui ont la capacité de construire des discours pour légitimer la violence économique de ce système-là vont essayer de dire que c'est naturel. C'est naturel d'exploiter certaines personnes. Non, ce que nous sommes en train de dire, il faut s'intéresser à la politique. Pour moi, la religion est politique. Parce que dans les religions, très souvent, on retrouve le schéma de domination des hommes sur les femmes. Donc, c'est politique. Et donc, je crois qu'il faut déconstruire toutes ces choses-là pour essayer, effectivement, de sortir de ces conditionnements. Parce qu'encore une fois, je reste persuadé que nous devons apprendre, notamment aux plus jeunes, à développer une pensée libre. Mais développer une pensée libre, c'est prendre conscience des conditionnements que nous avons. Et très souvent, on reproduit des schémas en pensant que c'est comme ça, on a toujours fait comme ça de génération en génération. Et lorsque d'ailleurs je parle de religion, si vous dites à vos parents j'ai bien réfléchi, je vais changer de religion, ben c'est la catastrophe. On a l'impression que c'est un conflit de loyauté, c'est-à-dire que vous n'êtes pas libre. Et donc moi je pense qu'effectivement, il est très important de comprendre qu'il faut absolument s'intéresser à la politique. Et il y a quelque chose qui est très important aussi. Il faut savoir que la lâcheté s'installe petit à petit. C'est-à-dire que chacun de nous, nous pouvons devenir lâches. C'est-à-dire que nous pouvons devenir lâches en niant l'évidence de la violence du racisme, la violence du sexisme, la violence liée aux problématiques de religion ou de la sexualité. Donc en fait, très attention que la lâcheté ne s'installe pas. En vous écoutant, je pensais à comment Mbappé a fait une déclaration qui lui vaut toute une campagne très très violente de l'extrême droite, très douce sa déclaration, en disant quand même si l'extrême droite arrive, bon, ça me touche, quoi. Voilà, je me sens concerné, je suis pas indifférent. Et derrière ça,
on voit comme un aveu de leur côté. En fait, ce sont des adversaires de l'égalité naturelle. Vous avez dit tout à l'heure, mais c'est nouveau, cette proclamation. Nous naissons et nous demeurons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de sexe, de genre. C'est le moteur de l'émancipation. Et c'est ça qu'ils veulent arrêter, en fait. Effectivement, comme je disais, que lorsque vous analysez l'histoire, vous voyez qu'il y a des personnes qui ne veulent pas l'égalité, donc qui sont dans l'exploitation de certaines personnes. Et Kylian Mbappé, je trouve qu'effectivement, c'est normal qu'il prenne la parole. C'est-à-dire qu'on finit par nous faire croire que ceux qui vont défendre l'égalité ne peuvent plus le faire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, on dit, par exemple, que Kylian Mbappé, étant donné qu'il est capitaine de l'équipe de France, il doit parler à tous les Français. Et moi, je pense que... Y compris aux fachos, en leur disant « c'est tranquille, vous pouvez rester facho et raciste ». Ouais, mais moi, je pense que Kylian Mbappé doit parler au nom de la France. C'est pas la même chose. Et lorsqu'il parle au nom de la France, il dit simplement « nous sommes un pays où la devise est égalité, liberté, fraternité ». En fait, il parle au nom de la France. Et je reste persuadé que chacun de nous, en fait, nous devons avoir clair, parce que sur les frontons des mairies, en fait, il faut être à hauteur de ce qu'a emmené la Révolution. C'est-à-dire les révolutionnaires, égalité, liberté, fraternité. Et je pense qu'en tant que joueur de l'équipe de France, c'est-à-dire que moi, j'avais conscience de représenter pas tous les Français, mais la France, en fait, il y a un discours où vous devez défendre l'égalité. Vous devez défendre la fraternité. Le Rassemblement national, c'est le contraire. C'est la division, c'est l'inégalité, ce n'est pas la fraternité. Donc ça me paraît logique que Kylian Mbappé tienne ces discours. Mais en même temps, c'est tout à fait normal qu'on va essayer de le déstabiliser, de faire peur aux autres pour que les autres ne prennent pas la parole. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes joueur de foot, vous avez une capacité extraordinaire de toucher les gens. Parce que les gens adorent le foot, il y a un lien émotionnel. Et donc, j'espère de tout cœur qu'il va y avoir des sportifs, que ce soit en équipe de France de foot ou d'autres, qui vont prendre la parole pour défendre la devise de la France. Oui. Mais à propos de cette égalité et de ce qu'ils essayent de naturaliser, au fond, l'inégalité, la domination des hommes sur les femmes, la domination des Blancs sur les autres, d'une religion, d'une civilisation, d'une culture, il y a l'inégalité sociale, économique. Et de certaine manière, le foot, comme sport le plus populaire, mais d'autres, est le reflet de tout cela. Il y a eu ce documentaire récemment sur Netflix qui a montré le sale coup totalement monté qu'on a fait à l'équipe de France en Afrique du Sud, c'était en 2010. L'histoire des mots qu'on a prêtés à Anelka qui n'avait pas prononcé, la grève de solidarité des joueurs et qui ont été présentés. On a retrouvé même à Mediapart une des principales députées d'extrême droite aujourd'hui à l'Assemblée. Elle s'appelle Caroline Parmentier. Elle dirigeait un journal présent une équipe de voyous des cités. Et aujourd'hui, on sait, dans ce documentaire, que tout ça est une forgerie, que même on était sous Sarkozy, les officiels, les ministres de l'époque ont trahi l'équipe. Au lieu de dire que tout ça était une campagne, une fausse cabale, ont accepté, ont accompagné cette violence et qui renvoie à une violence sociale, celle qu'on retrouve quand les supporters se font gazer, matraquer, alors qu'ils fêtent simplement leur joie d'une coupe gagnée. Écoutez, en fait, ce que j'essaie de dire aux joueurs de foot, que le foot est politique. Et il faut prendre conscience, lorsque vous êtes joueur et que vous portez le maillot de l'équipe de France, en fait, c'est politique, totalement. C'est-à-dire que vous représentez des gens. Et donc, il faut faire très attention de ne pas être instrumentalisé. Et c'est pour cela que j'en veux aux joueurs d'avoir fait la grève, par exemple. De ne pas avoir pris conscience qu'en fait, ça allait se retourner contre eux à ce moment-là. Je ne suis pas naïf, je sais très bien que les politiques manipulent les choses. Et donc, voilà pourquoi il faut que chacun de nous soyons totalement conscients et qu'on puisse prendre la parole, justement, intelligemment pour défendre la société. Mais comme vous le dites, encore une fois, ce qui est très important,
c'est que le racisme sert à quelque chose. Le racisme permet justement à faire en sorte qu'on puisse accepter les hiérarchies dans la société et surtout un système économique qui est le capitalisme. Parce que lorsqu'on parle de l'esclavage, on parle de quoi ? On parle d'un système économique. De l'accumulation primitive qui a permis le capitalisme, son épanouissement grâce à un matériau qui était l'humanité. Exactement. Et lorsqu'on parle, par exemple, du racisme envers les personnes noires, c'est je peux exploiter les corps noirs, je peux aussi exploiter le continent africain. En fait, c'est-à-dire que derrière le racisme, il y a un système économique que nous devons dénoncer. Qu'est-ce que vous auriez fait face à cette cabale contre Anelka, face à Domenech ? Vous dites qu'il ne fallait pas faire la grève, mais il fallait faire quoi ? Alors tout d'abord, je pense que s'il y avait eu des joueurs comme moi à l'époque, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu de grève. Ça, c'est sûr. Parce que je pense que personne n'aurait pensé à ça. Vous auriez réglé ça autrement ? Ben oui, parce que de toute façon, à partir du moment où vous faites grève, vous savez que de toute façon, la grande majorité des gens ne vont pas comprendre. Ça, c'est évident. Mais encore une fois, je pense qu'il faut avoir une vision politique du foot. Parce que une stratégie politique. Oui, parce que c'est pas, vous n'êtes pas quand vous êtes en équipe de France, en fait, vous n'êtes pas là pour protéger un de vos coéquipiers. C'est-à-dire, il faut anticiper l'impact que ça peut avoir. Et je pense qu'effectivement, malheureusement, il n'y a pas eu des joueurs assez matures pour comprendre qu'effectivement, qu'il ne fallait pas régler ce problème. Bon, en même temps, pour dire la vérité, faire grève, c'est français aussi. Hein. Bon. Ah, c'est même un droit, normalement. Mais quand même, vous parliez de l'impact, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisqu'on s'est vu à cette époque, quelques mois après, l'impact qui a eu lieu et qui est terrible, c'était toujours, j'insiste, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, au centre de formation, les directeurs techniques, à Clairefontaine, et c'est une affaire qu'a révélée Mediapart en avril 2011, il y a eu la consigne de blanchir l'équipe de France. On en revient à la couleur. Il y a eu des enregistrements qui ont montré que cette consigne venue d'en haut, genre c'est des racailles et tout, avec même des choses racistes sur le thème, les joueurs africains, ils sont Rabelais, mais ils ont une force physique, mais ils ne sont pas très intelligents, les joueurs de famille, d'origine africaine, avec l'idée, il faut cette phrase a existé, 50% de vrais Français. Sous-entendu, les binationaux ne sont pas français. Donc, certes, vous discutez l'histoire de la grève, mais en même temps, ça a été un révélateur d'une violence terrible au sein du foot, quand même. Ben encore une fois, si vous êtes conscient de l'histoire du racisme, c'est pas surprenant. C'est-à-dire qu'effectivement, après cette Coupe du Monde 2010, l'idée, c'est qu'il y aurait des problèmes parce qu'il y aurait des personnes de couleur non blanche. Et ce sont ces personnes-là qui créent problème. Bon, ça fait partie des préjugés racistes depuis très très longtemps. Et le fait de blanchir l'équipe de foot, là aussi, ça fait très longtemps que ça existe. C'est-à-dire que les suprémacistes blancs oublient très souvent que l'histoire des Amériques, c'est le blanchiment de la population. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, on extermine des gens, mais il faut qu'il y ait plus de blancs pour que ça aille mieux. Ben, en fait, dans une histoire comme la volonté de blanchir l'équipe de France, il y a l'histoire du suprémacisme blanc. Et lorsque vous intervenez en disant aux gens, mais ça n'a pas de sens ce que vous faites, en fait, ils finissent par vous dire que c'est vous qui avez un problème. Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la parole. Il y a eu même des coéquipiers qui m'ont appelé pour me dire « Mais Lilian, qu'est-ce que tu racontes ? Arrête, ne fais pas de vagues. » Comment ça, ne fais pas de vagues ? Ben, vous êtes des fous, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette légitimité pour certains que, en fait, c'est normal que les Blancs passent avant. Mais le critère, c'est est-ce que vous êtes bon au foot ou pas ? Et donc, vous n'allez pas discriminer des enfants de l'âge de 12-13 ans. Mais pour certaines personnes, ça ne crée pas de problème. Voilà. Alors, dans toute cette pédagogie, en préparant l'émission, ce qui m'a frappé, et alors je vous recommande version texte, Lilian Thuram, Mes étoiles noires, et version BD avec Jean-Christophe Camus, Notre histoire. C'est très bouleversant,
parce que ce que vous ajoutez là c'est des portraits de toutes sortes de personnes, dont celle qui a donné le prénom de Marcus Garvey, qui est une grande figure de l'idée de on est fier et on va se battre. Et il est venu de Jamaïque et il a été des États-Unis, en Afrique et dans le monde entier. Mais là, dans notre histoire, il y a deux thématiques. Il y a d'abord ce personnage, Nebo. Et là, on apprend qu'on vous appelle plutôt Lico, c'est ça? Il vous appelle Lico. Lilian, c'est Lico. En fait, Lico, ça reste entre nous, mais c'est le petit nom que me donne ma maman. Oui, mais voilà. C'est dans la BD maintenant. Oui, mais... J'ai pas le droit, alors. Et alors, il y a ce personnage qui est comme un sage, qui est dans la cité, là, qui vous raconte. Vous l'avez inventé ou il existe, ce Nedo? Est-ce que je peux répondre ou pas? C'est une surprise. Non, en fait, Nedo, c'est dans la cosmogonie Peul, c'est celui qui détient les connaissances. Et moi, je reste persuadé que chacun de nous, nous sommes ce que nous sommes parce qu'on rencontre des personnes qui vont nous donner des directions à suivre. Et donc, voilà pourquoi j'ai mis Nedo qui me raconte les histoires. Il me raconte des histoires d'hommes et de femmes pour me dire, voilà, tu es petit, tu auras des problèmes, mais il faut que tu sois courageux. Et fais très attention parce que tu vas te tromper, mais ce n'est pas grave parce que c'est en se trompant qu'on progresse. Et donc, l'importance, c'est de comprendre à quel point le savoir, c'est le pouvoir. Il faut essayer d'avoir le plus d'informations sur les choses, se questionner pour être le plus libre possible. Et en étant le plus libre possible, effectivement, c'est la meilleure façon d'aller vers les autres. Voilà. Mais du coup, en disant tout ça, je me suis dit... Question perso, un peu, oui. Personnelle. Il y a plein d'itinéraires. L'histoire, quand même, de la famille. La maman élève tous les enfants toute seule. La première image, elle est en train de couper la canne. À un moment, elle dit « Je m'en sors pas, je vais aller à Paris ». Elle va toute seule, elle arrive à Paris. Elle revient un an après, vous cherchez, vous êtes tout petit. « Ah, maman, tu es là ». Elle vous prend et elle se bat contre un univers d'hommes, y compris il y a une scène de violence d'un homme à la maison. Bon, vraiment, c'est très fort, tout ça. Mais il y a des histoires semblables où c'est la vieille dialectique du paria et du parvenu. On s'en sort, on parvient, on ferme la porte, on oublie le paria qu'on a été, on est parvenu et du coup on devient indifférent aux autres. Qu'est-ce qui explique que dans la famille Thuram, non seulement on n'est pas indifférent aux autres, mais on plante ce drapeau alors que tout a réussi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est maman ou c'est d'autres raisons aussi? C'est difficile à expliquer, mais moi je dis très souvent que pour comprendre ma façon d'être et ma trajectoire, c'est cet enfant qui a toujours voulu faire plaisir à sa mère. Donc ça veut dire que moi j'ai énormément de respect pour ma maman et oublier... Femme de bout. Exactement. Oublier d'où je viens, c'est avoir du mépris pour ma maman. C'est-à-dire que ma mère m'a appris quelque chose d'essentiel, le courage. Je dis très souvent, et peut-être que vous ne le savez pas, que Dieu, c'est une femme. Et c'est une femme noire, c'est ma mère. Il est pas. Donc vous voyez, je suis prêt à rejoindre ce culte, s'il est ouvert. Et donc en fait, je ne peux pas oublier. C'est-à-dire que ce serait manquer de respect à ma maman. Et je ne peux pas manquer de respect à ma maman. Je ne peux pas accepter qu'on manque de respect à ma maman. D'ailleurs, lorsque je parle à mes enfants, Marcus et Képhren, je leur dis, voilà, ce que je suis, ce que vous êtes, vous le devez à ma maman, à votre grand-mère. Donc, il ne faudra jamais, jamais la trahir. Voilà. Alors, j'ai dit qu'on parlerait quand même du foot. Vous avez Marcus au téléphone, là ? Oui, je suis le papa quand même. Oui, il est dans la sélection, là. Oui. Voilà. Ça commence jeudi 11. Pas pour la France, la France c'est après. C'est le 17, je crois. C'est le 17, c'est à New York. C'est le 16 ? Exactement, oui, papa. J'ai révisé. C'est le 16 juin à New York avec le Sénégal. Voilà. Quel conseil vous lui donnez ? Écoutez, quel conseil de ne pas faire comme nous en 2002 ? Parce que nous avons perdu contre le Sénégal le premier match. Oui, mais comment on ne fait pas comme vous ? En gagnant.
Mais alors, comment on gagne? Mais ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué de gagner parce qu'en fait, en face, il y a aussi le Sénégal. Et ils sont bons. Oui, ils sont très, très bons. Calmez-vous, les Sénégalais. J'ai entendu des Sénégalais, là. Non, c'est très compliqué. Et très souvent, ça se joue à très, très peu de choses. Donc, j'espère que l'équipe de France pourra remporter ce premier match. Ouais. Vous avez préfacé un livre sur le foot d'un grand auteur latino-américain. Je rappelle que la Coupe du Monde, qui commence le 11 juin jusqu'au 19 juillet, il y a 3 pays, Canada, États-Unis, chez Trump, on va y venir, et au Mexique. Et c'est Eduardo Galeano qui a écrit « Le football, ombre et lumière », préface de M. Lilian Thuram. Donc vous dites, certains font pour le foot, c'est le loisir métier, pour moi c'est ma vie, tout ce que je suis, je le dois au football. Vous parlez d'une métaphore de la vie, le langage du bonheur. Et là, mais attention, dit M. Thuram, le foot professionnel, et notamment la Coupe du Monde, ne renforce-t-il pas cette idée de compétition? Éliminer les plus pauvres, éliminer les plus faibles, que le plus fort, le plus riche gagne? Ne nous conditionne-t-il pas à penser que le système capitaliste qui nous domine, qui au fond est là, est plus juste? Donc, il y a un problème. En fait, moi, vous pouvez aimer le foot et essayer d'analyser les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que le foot est à l'image de la société et aussi vend un modèle économique, le capitalisme. C'est-à-dire que très souvent, lorsque vous regardez les championnats, que ce soit en France, en Espagne, au Portugal, un peu partout, souvent on dit que ce sont les meilleures équipes qui gagnent. Mais très souvent, ce sont les équipes les plus riches. Parce qu'ils ont la capacité d'acheter des joueurs très performants. Ça s'appelle le PSG chez nous, par exemple, en France. Oui, exactement. C'est-à-dire que le PSG gagne chaque année le championnat parce que c'est l'équipe qui a le plus d'argent. Et donc, je pense que c'est très important d'avoir cette analyse-là aussi pour critiquer les choses. C'est-à-dire que moi, j'adore la Coupe du Monde. C'est fantastique. Mais aussi, c'est le moment où, effectivement, on va vendre beaucoup de choses aux téléspectateurs qui vont regarder les matchs. Donc, il ne faut pas être naïf. Vous pouvez aimer quelque chose et aussi regarder les choses sereinement et essayer de dire, voilà, tout n'est pas rose. Il y a un confrère de Mediapart, Michael Correa, qui vient de sortir avec Sébastien Thibault, ici, Foot Manifesto pour la Coupe du Monde, 15 propositions pour sauver le ballon rond. Ça démarre sur quand même la scène terrible où le patron de la FIFA, il a offert à Trump le tout premier prix de la paix de la FIFA. C'était le 5 décembre 2025, lequel Trump accompagne Netanyahou, qui fait le génocide, qui fait sa guerre génocidaire. Et ils écrivent de la Coupe du Monde de 1934, instrumentalisée par le régime fasciste de Benito Mussolini, à celle de 2018 dans la Russie de Poutine, en passant par l'édition de 1978 sous l'égide de la junte militaire argentine ou le délétère mondial qatari de 2022, la FIFA s'est toujours illustrée pour son peu de considération envers les droits humains. Alors, à quand la révolution Thuram dans la FIFA ? Alors moi, je pense qu'en règle générale, les institutions accompagnent le système économique dans lequel nous nous trouvons. Et effectivement, je crois que d'année en année, la FIFA, les Coupes du Monde, les championnats rapportent de plus en plus d'argent. Les places au stade sont de plus en plus chères. Et donc, c'est pour cela que je vous dis qu'effectivement, vous pouvez aimer le foot, mais en analysant le foot, vous voyez qu'effectivement, le foot colle vraiment au système capitaliste de la société. Dans ce bouquin, il montre tous les liens. La mixité, la question climatique, le Qatar, c'est l'extractivisme. Enfin, je vous recommande absolument ce petit manuel. En plus, il y a un truc assez émouvant. Il y a 15 propositions, mais la première, elle est blanche parce qu'elle devait être écrite. À chaque fois, c'est un auteur différent, par notre confrère Christophe Blaise, qui est un fou de foot et qui écrivait pour SoFoot. Ça s'appelle la proposition
qui n'a pas pu être écrite. Il est, comme vous le savez, en détention en Algérie parce qu'il s'intéressait à un club de foot en Kabylie et du coup, ça lui vaut sa détention qui continue aujourd'hui. Il y a dans ce livre beaucoup de propositions qui rejoignent le combat de votre fondation. Autoriser la pratique mixte à la Fédération française de foot et aux Jeux olympiques, une mission plus que symbolique. Moi, je reste persuadé, par exemple, lorsque vous analysez le football féminin, et lorsque le football féminin est très développé dans certains pays, c'est parce qu'il y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc voilà pourquoi, effectivement, il faut s'intéresser à la mixité dans le sport et au sport féminin. Alors, commentaire, on parle du sport féminin, les hijabeuses, c'est-à-dire en France, et à la différence d'autres pays, ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, des dispositions ont été prises pour interdire, le Conseil d'État en 2023, une proposition de loi du Sénat en 2025, interdire le voile, le foulard, comme si c'était une provocation, de la même manière qu'il y a des dispositions très françaises sur le ramadan, sur les joueurs. Qu'est-ce que vous en dites ? En fait, encore une fois, pour ceux qui ne se rendent pas compte que le football est politique, c'est-à-dire que dans d'autres pays, ça se passe très très bien, mais en France, faire en sorte qu'il y aurait cette liberté, c'est des choix politiques. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut défendre absolument des projets politiques où il y a de la solidarité et la plus grande liberté. Parce que c'est pas anodin qu'en France, il y a des choses qu'on n'accepte pas, notamment lorsque ça touche une certaine religion, la religion musulmane. Ça me paraît... Nous sommes quand même, depuis plusieurs années, dans un climat extrêmement islamophobe. On voudrait d'ailleurs normaliser ce racisme-là. Vous dites à un moment qu'au fond, tout ce racisme qu'ils essayent d'insuffler, c'est insuffler la peur. C'est la peur d'être soi-même un humain. En fait, c'est enfermer celui qui a le préjugé dans sa propre peur. Mais moi, je reste persuadé que c'est pour faire des hiérarchies dans la société, pour qu'on ne fasse pas ensemble, et pour que ces hiérarchies restent. Parce que je crois que très souvent, on finit par stigmatiser des gens pour ne plus penser à sa propre condition. Et si on pense en tant qu'être humain, à un moment donné, on va peut-être regarder ceux qui exploitent vraiment la grande majorité des gens. Et peut-être qu'on va leur demander des comptes. Et donc, c'est pour cela qu'encore une fois, c'est politique. Il faut faire en sorte de ne pas réfléchir à travers sa religion pour justement essayer d'avoir une égalité sociale. Je reste persuadé qu'il faut défendre le bien public et donc de ne pas se laisser emmener à des réflexions racistes qui ne vont même pas améliorer la propre vie de ces personnes qui pensent que les musulmans seraient les personnes les plus dangereuses en France, par exemple. J'ai dit tout à l'heure, il voulait immobiliser ce mouvement de l'égalité. C'est une façon d'assigner les gens à résidence. Tu ne dois pas quitter ta condition, tu dois pas... Et puis parfois de rejeter le mouvement. J'ai parlé du peuple vivant. Vous en parlez dans le livre. Il y a maintenant cette histoire de grand remplacement, de remigration. Mais on en blague, mais parfois ça commence comme une farce, mais c'est un crime. C'est évident, mais en fait, vous savez, mon avis, c'est-à-dire que lorsque vous stigmatisez des personnes, en fait, vous ne parlez pas d'eux, vous parlez de vous. D'accord ? C'est pour cela que le discours du Rassemblement national, en fait, veut réactiver la catégorie blanche. Sauf qu'on ne nomme pas cette catégorie. On va dire, il y a nous, il y a eux. Il y a nous, il y a eux. Et ça, c'est le début du danger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne voyez pas l'autre comme vous, ça veut dire qu'on peut les violenter. Ça veut dire que c'est normal que vous passiez avant. Et donc, lorsqu'on parle du grand remplacement, ça veut dire c'est pour réveiller ce sentiment d'appartenance et de dire « moi, en fait, je ne suis pas eux ». Et lorsqu'on parle de grand remplacement, historiquement, si on s'arrête 5 minutes, en fait, où ça s'est passé ? Parce qu'en fait, il y a eu déjà des grands remplacements de population. Ça s'est passé dans les Amériques, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a exterminé des populations. Parce que si vous voulez grand remplacer des gens, il faut déjà les exterminer. Donc, on a exterminé en Amérique, on a exterminé au Canada, et il y a eu un grand remplacement
Ce sont des populations européennes qui sont arrivées pour grand remplacer les populations autochtones. Par exemple, aujourd'hui, en Argentine ou en Uruguay, la grande majorité des personnes sont vues comme étant des personnes blanches. Mais comment ils sont arrivés? Après quoi ils sont arrivés? C'est exactement la même chose en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et donc, effectivement, je trouve surréaliste qu'aujourd'hui, dans le monde européen, on puisse parler du grand remplacement. C'est-à-dire, le grand remplacement a eu lieu. Et effectivement, ça a été toujours lié à l'idéologie du suprémacisme blanc qui s'est dit qu'on peut exterminer certaines personnes. C'était un crime. Le grand remplacement implique le crime. C'est une idéologie criminelle. Non, implique l'extermination des gens. Plus que ça. C'est oui, bien sûr. L'effacement. L'effacement des gens. Et donc, lorsque vous voyez en mouvement une extermination des gens, en fait, oui, ça, c'est le grand remplacement. Vous vous souvenez, à la fin de Peau noire, masque blanc, Frantz Fanon dit, alors il prend les mots de l'époque, hein, moi, l'homme de couleur, supériorité, infériorité, moi, je veux trouver l'homme où qu'il se trouve. Et il a cette formidable phrase, il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. Effectivement, vous savez, à la fin de la pensée blanche, parce que je me suis inspiré beaucoup de Peau noire, masque blanc et de Frantz Fanon, j'essaye d'inviter justement au questionnement des catégories. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est être d'une religion? Qu'est-ce que c'est être d'une couleur de peau? Qu'est-ce que c'est d'être d'une nationalité? En fait, l'idée pour moi, c'est vraiment qu'on puisse questionner ces catégories pour s'en sortir et se voir comme des êtres humains avant tout. Et si vous êtes un être humain avant tout, il y a des choses que vous n'allez pas accepter qu'on fasse à l'autre être humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de vous expliquer que c'est normal de tuer d'autres personnes. Ben non, ça ne marche pas. Si vous analysez les choses en tant qu'être humain, vous savez très bien que la première chose que font les êtres vivants, c'est de survivre. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qu'on n'accepte pas, c'est la mort. Donc ça veut dire que vous êtes en grade de dire ça, on ne collabore pas avec la haine. Et ça, je pense que c'est très important. Et quand vous commencez à réfléchir à ça, vous allez vous dire, ok, mais comment on organise les choses pour bien vivre ensemble? Et vous finissez par se dire, ouais, peut-être que la liberté, c'est bien, l'égalité, c'est bien, la fraternité aussi, c'est bien. Et donc, toutes les personnes qui sont dans une autre démarche, il faut les combattre. Lilian Thuram, merci. Je pensais, avec cet appel à ce que disait Édouard Glissant, agis en ton lieu, mais pense avec le monde. Et je pensais à ce symbole qu'il y a sur le site de votre fondation, c'est thuram.org. Allez-y, soutenez-la. Elle est formidable dans ses actions. Je suis désolé, c'est un peu petit pour la salle, mais dans la vidéo, ce sera plus grand. C'est la carte, une planisphère, comme on dit. Mais la pensée blanche, c'est aussi celle qui a mis l'Europe et l'Amérique beaucoup plus grosses que tout le reste du monde. Donc c'est notre planisphère habituelle, mais inversée. Hein, et on voit comment on a construit aussi une hiérarchie. Ah, je crois qu'on a une aide qui nous arrive. Voilà. Merci, jeune homme. Voilà. On va pouvoir la montrer un peu mieux à demain. Voilà. C'est formidable. Voilà, c'est comment l'Afrique au centre, changeons nos imaginaires. Quel est le continent le plus important? Comment? Non, mais alors c'est très intéressant. Justement, on met en cause la convention. Qui a décidé qu'il y avait l'endroit? Qui a décidé que le blanc était la bonne couleur? Voilà. Ah, ça a marché. Lilian, ça a marché. Formidable. Non, mais c'est incroyable parce que effectivement, quand je vais dans les écoles, très souvent, les enfants me demandent de retourner. Et je leur demande s'ils ont déjà vu un ballon de foot. Ils me disent, oui. Je dis, est-ce qu'un ballon de foot peut être à l'envers? Mais non, parce que c'est rond. Je dis, la Terre, c'est exactement la même chose. Bon. Non, mais c'est intéressant. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment qu'on puisse questionner, en fait, nos imaginaires. Et comme je le dis souvent, nous pensons d'une certaine façon, parce qu'on nous a raconté des histoires d'une certaine façon. Il ne faut pas avoir peur de changer les points de vue. Et il faut arrêter de penser qu'effectivement,
Le monde existe simplement à travers nos points de vue. Et si on démultiplie les points de vue, on comprend un peu mieux la complexité des gens. Et donc, je reste persuadé que, comme le disait effectivement Glissant, en fait, il faut ne pas avoir peur de changer nos imaginaires. Et en changeant nos imaginaires, ce sera beaucoup plus facile, encore une fois, de défendre la liberté, l'égalité et la fraternité. Bon, suivez son exemple. Il nous donne de la force. Et surtout, il nous donne un sentiment de commun, de rassemblement, d'union. Merci Lilian Thuram. Merci. Merci. Mediapart.